Première nuit. La troisième nuit que j'ai entendu un coup pour les premières fois. J'étais assis dans la loge de garde buvant un café froid. Essayant de m'endormir après 2 nuits blanches. C'était l'heure les plus mortes de l'aile active du sanatorium. Les lumières étaient éteintes depuis longtemps. Seules quelques lampes de secours clignotaient faiblement dans le couloir. Le bruit était à peine perceptible. Comme si quelqu'un tapotait prudemment une canalisation avec ses doigts. 3 coups, une pause, 3 coups encore. Rien d'étonnant sous le bâtiment était vieux, les tuyaux rouillés. Pourtant quelque chose dans ce rythme monotone me mettait mal à l'aise. On veut payer bien le double de mon ancien salaire de vigile au supermarché. Une seule condition, ne jamais entrer pour l'aile ferme, toute rénovation permanente. Une semaine, je n'avais vu ni ouvrier ni travailleur. Le bruit se répétait plus proche cette fois. Comme si quelqu'un frappait le porte de l'aile abandonnée. Le son résonnait un écho, boum. Plus tard, j'ai appris que le gardien précédent avait démissionné comme on me l'avait dit. Il avait disparu dissous dans les couloirs sombres de l'aile fermée, ne laissant derrière lui qu'une lampe torche et un trousseau de clés. Mais cette nuit, je ne savais rien. Je restais assis à écoute ce tapotement sourd qui devenait de plus en plus fort. Deuxième nuit. La nuit suivante, j'ai pris un vieux poste de radio avec moi. Les grésillements de la pop des années 90 couvraient à peine le silence oppressant. Vers 1h30, tout semblait normal. J'avais fait 2 rondes pour vérifier l'active ferme de l'entrée principale. Puis le bruit commence le perçant à travers le parasite de les radios le même rythme. 3 coups, une pause, 3 coups. Mais cette fois, il venait de l'aile fermée. Et puis merde. Et je marmonne en attrape un peu lampe torche. Le porte-fer massif sépare les deux ailes étaient verrouillées par un cadenas. Les clés étaient dans mon trousseau. Mais le chef de la sécurité m'avait strictement interdit de l'utiliser. C'est dangereux, il y a des travaux. J'éclairais le petit Judas. Rien que l'obscurité avec une lueur faible au fond du couloir. Peut-être une sortie de secours. Le bruit retentit de nouveau juste derrière la porte. J'ai reculé en hâte vers la loge d'allumer toutes les lumières et attendu l'aube. Sur ce temps, moindre grattement. Au matin, j'osais demander Margarita Stepanovna, une infirmière âgée qui travaillait depuis des années de ce qui y avait avant dans l'aile. Fermé. Elle me regardait bizarrement. Le service psychiatrique. Mais il était fermé il y a longtemps. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle s'est signée rapidement que s'est éloignée. Troisième nuit. Cette fois, je me suis mieux préparé une lampe torche puissante des piles une corde. Un spray de poivre. Au club, ce serait décisif, me disais-je. La nuit a commencé comme d'habitude. 22h, le sanatorium s'est-tu. Seules 2 infirmières et quelques patients restaient dans l'aile active. Je fais de rentre vérifier les serrures. Il fallut attendre presque 3h du matin. Je commençais à m'assoupir quand j'ai entendu des pas. Peut-être que non des personnes prudentes venant du couloir de l'aile active. J'ai jeté un coup d'île vide. Pourtant, j'aurais juré que quelqu'un marchait vers le porte-fer. Il y a quelqu'un? Silence. Juste une fuite d'eau quelque part. J'ai avancé dans le couloir éclairé le poste des infirmières. Les 2 dorment affalés sur la table. Bizarre. D'habitude, faut moins une veille. En arrivant devant tes porte-fer, j'ai vu des traces fraîches dans la poussière et de petites empreintes comme celles d'un enfant. Elles menèrent la porte s'y arrêter. J'ai secoué la tête chassant ses pensées. J'ai sorti les mains tremblantes. Le cadenas grince puis cédé. J'ai tiré la porte vers moi, l'éclair et l'intérieur. Le couloir de l'aile fermée s'enfonçait dans les ténèbres, murs décrépits. Fenêtre brisée recouverte de plastique, le seul jonché de gravats. Et puis j'ai entendu le bruit de nouveau. Mais cette fois, il était différent, plus rapide, plus fort, comme un signal d'alarme. Je suis resté sur le sol hésitant. Quelque chose bougeait dans l'obscurité, petit, rapide. Le faisceau de ma lampe capte une silhouette blanche qui a disparu au coin du couloir. Il faut partir, te murmurer une voix moins. Pourtant j'ai franchi le seuil. Sur les murs des inscriptions étranges, têtes graphiques. Mais comme griffonnées avec des ongles, de chiffres des dates. Un mot répété sur ce trait des nous. Le couloir me menait à un escalier. Le bruit venait maintenant d'un toit du 3e étage. J'ai commencé à monter, m'accrochant à la rampe couverte de poussière. Puis un craque retentissant. Quelque chose de lourd était tombé. Et puis un rire d'enfant. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Le rire s'est éteint aussi brusquement qu'il avait commencé. Je me suis figé sur les marches. Dans le silence, j'entendais seule mes respirations haletantes et les battements de mon cœur. Cours. Maintenant, mes jambes semblaient clouées sur place. Puis des nœuds des peu commençaient à descendre lentement vers moi. J'ai braqué la lampe vers le 3e étage vide. Pour te pas continuer. De plus en plus près, ce n'était trop. Je me suis retourné et me suis précipité un peu, sautant les marches. Derrière moi, un martèlement de petits peu et ce rire glaçant. J'ai débouché dans le couloir du rez-de-chaussée et me suis rué vers le porte-fer. D'un peu panique, j'ai eu du mal à trouver le poignet. Je voulais tirer vers moi et me suis retrouvé dans la loge. Fixe sur l'écran clignotant du moniteur et une tasse de café froid. Juste un cauchemar. Je me suis endormi au service. J'ai soupiré de soulagement et me suis frotté le visage. Mes paumes étaient couvertes de poussière. Et sur la table, devant le moniteur, il y avait un bout de papier avec un mot écrit d'une écriture d'enfant maladroite et vient. J'ai attrapé PV et suis sorti le trombe. Devant tes portefeuilles étaient gelés. Le cadenas massif était ouvert. Et dans la poussière sur le souffle, il y avait 2 traces, la grande empreinte et côté d'une petite. Celle d'un enfant.
4e nuit, je l'ai peine attendu, je relève. Le soir même, le téléphone sonnait. Le voivre du chef de la sécurité, tu traînais cette nuit? Les caméras de l'aile active ont détecté du mouvement. Quelle caméra? J'ai senti une goutte de sueur couler sur mon front. Tu sais très bien qu'elle ne marche pas. Elle ne marche pas, c'est exact, a-t-il confirmé après une pause. Mais cette nuit, elles se sont allumées. La nuit suivante, j'ai pris un enregistreur. Au moins, si j'entends à nouveau ce rire, ou c'est peut-être toujours une preuve. À qui? Je ne savais pas. 1h du matin, plein bruit. Seules tes vieilles lampes bourdonnaient sous le plafond. Puis une infirmière du poste n'a pu t'écouter, tu ne pourrais pas venir? Une jeune fille Clodoc semblait nerveuse. Un patient de la chambre 7 dit que des enfants viennent jouer avec lui la nuit. Murmure près du service pédiatrique. Depuis quand? Quelques jours. On pensait qu'il hallucinait après son acte, mais aujourd'hui elle m'a tendu un dessin d'enfant. Faire crayon de couleur. Un homme au pyjama d'hôpital entouré des silhouettes noires au visage blanc vide. Il dit que ce sont ses nouveaux amis, qu'ils vivent dans les murs. Nous sommes allés dans la chambre 7. Le patient, un homme d'une soixantaine d'années, dormait profondément. Sur la table de nuit, des crayons de couleur et vieux soviétiques. Et puis, dans le couloir, fut brut, 3 coups. Pause. 3 coups. Suivi d'un rire d'enfant étouffé. Olga s'est accrochée de mon bras. Qu'est-ce que c'est? Je poste. Appelle les policiers, de secours à qui tu veux. Et ne sors pas avant mon retour. Et toi, où tu vas? J'ai sorti les clés. Je veux vérifier quelque chose. Cette fois, je n'ai pas hésité de voter portefeuille. Quelque chose me disait qu'il ne fallait pas attendre. Le cadenas s'est ouvert du premier feu comme s'il attendait. Le couloir de l'aile ferme était plus froid que d'habitude. Beaucoup plus froid. Le respiration formait des nuages. Le faisceau de lampe captait une porte entrouverte avec une plaque salle de soins N6. Le bruit venait de là. J'éclairais l'intérieur. Au milieu de la pièce, une vieille table médicale rouille. Couverte d'instruments recouverts de poussière. Et près du mur du fond, une petite silhouette en blanc frappait méthodiquement une canalisation. 3 coups. Pause. 3 coups. Et je chuchotais. Qui es-tu? Les silhouettes s'immobilisent puis lentement tournaient les têtes. C'était un enfant d'une dizaine d'années au visage d'une pâleur surnaturelle. Il se révélait de dos noirci. Tu es venu jouer? A-t-il dit en avançant vers moi. Tout le monde vient jouer, mais personne ne repart. C'est amusant ici. Sa voix était étrange comme si plusieurs voix parlaient en même temps. Tu? Et je murmurais. Nous sommes tous ici. Les médecins disaient que c'était un traitement, mais nous n'avons pas guéri. Un vent glacé soufflait quelque part. Maintenant que c'est ton tour. Derrière lui, des dizaines de voix d'enfants commençaient à chanter une vieille comptine. Ils approchaient de toutes parts. Je me suis retourné, me suis mis à courir. Traverse les couloirs sombres sans distinguer le chemin. Derrière montaient des petits pieds d'irriver de plus en plus proches. 2 fois que j'ai trébuché sur de débottes failli lâcher le lamp, j'ai aperçu un escalier menant au vers le cave. Peut-être qu'il y avait une autre sortie. Je me suis précipité sautant les marches. Dans l'obscurité, quelque chose craquait sous mes pieds. Une porte lampe éclairée était rangée de casiers métalliques le long des murs, un vieux vestiaire. Je me suis faufilé entre eux, cherchant désespérément une issue. Puis je me suis figé. Dans une grande pièce remplie de vieux et je m'étais allongé. J'ai distingué une uniforme de gardien, une blouse d'infirmière, des pyjamas d'hôpital. Tous étaient vivants, être mou légèrement, mais leurs yeux étaient vides de son regard. Tu aimes notre collection? Chuchotait une voix derrière moi. Je me suis retourné. L'enfant se tenait dans l'embrasure de les portes entourées d'autres silhouettes aux yeux noirs fluides. Nous les avons tous trouvés. Maintenant qu'il joue avec nous pour toujours. J'ai reculé, balayant frénétiquement les murs avec le lampe et recherche d'une sortie. Puis le faisceau éclaire qu'un visage familier parmi les corps allongés de gardiens disparus. Il est lentement tourné la tête vers moi et ses lèvres remuent son son. Court. Les figures d'enfants commencent à remplir la pièce se déplaçant par saccades. Comme des poupées cassées, je me suis précipité vers le mur, j'ai remarqué une porte étroite et un placard de ventilation. Je tire sur le poignet verrouillé. Un coup d'épaule puis un autre, et le troisième tentative fait céder. C'était un vieux monte-charge. Je me suis engouffré à l'intérieur et j'ai appuyé frénétiquement sur le bouton du premier étage. Les portes aux grilles se sont fermées juste devant des visages pâles des enfants. Le cabinet tremblait et j'ai commencé à monter. À travers les barreaux, je voyais les enfants grimper le long de des cages d'ascenseur. S'accrochant au câble, le rire résonnait un écho. Plus vite, à quelques mètres du premier étage, le monte-charge s'est arrêté net au coincé entre 2 étages. Un grincement qui rampait le long des parois. De plus en plus près, dans les faibles lueurs d'une lampe, j'ai vu des nains pâles sous-tendre à travers les barreaux. Soudain, les cabines tremblaient tout dans un grincement horrible, j'ai commencé de scier. Je me suis accroché de la grille, sachant qu'il m'attendait de. Les murs de l'écage défilent remplis de silhouettes d'enfants. Le rire se mêlait au craquement des câbles. Une seconde avant la chute des cabines s'est penchée dangereusement. Par l'écart entre les portes, j'ai aperçu le couloir du premier étage de moins d'1 mètre. Des notes, un craque, le dernier câble cédé. J'ai entendu les enfants grimper et je me suis hissé sur les bras. Au même moment, le câble rompu. La cabine s'est écrasée dans un bruit assourdissant. Je me suis traîné dans le couloir et me suis précipité vers la sortie.
Derrière moi, le hurlement de rage fait trembler les murs. Ils étaient en colère, leurs proteurs échappés. Au poste des infirmières, j'ai freiné net. Olga était encore là quelque part. J'ai ouvert la porte de la salle de repos et me suis figé. Elle était assise à la table droite, la tête renversée en arrière. Son corps tremblait comme une marionnette. Sa tête lente me tournait vers moi. Ses yeux étaient vides comme ceux des autres dans les caves. Le couloir s'est rempli d'un chuchotement. Comme si des milliers de petits pieds couraient le long des murs. D'odeur glacée commençait à s'infiltrer par les bouches d'aération. Je me suis rué vers la sortie, mais les portes sont refermées l'une après les autres. Bloque mon chemin. Tu voulais savoir ce qui se passe ici, n'est-ce pas? On chuchotait de voix derrière moi. Je me suis retourné. Des dizaines de silhouettes pâles remplissaient le couloir et s'approchant lentement. Je fonçais dans des chambres les plus proches et j'ai claqué les portes. J'ai saisi une chaise et l'ai calée sous le poignet. Une brume blanche s'est infiltrée sous la porte prenant la forme d'une main d'enfant. Nous voulions tous guérir, un murmure et une voix dans mes têtes. Les médecins promettaient que les électrochocs nous aideraient, qu'après les traitements nous deviendrions normaux. Les chaises à grincer. Ils appuyaient de l'autre côté. La fenêtre était trop haute pour sauter. 3e étage. J'ai balayé les pièces du regard, j'ai remarqué une trappe de ventilation près du plafond. Le porte-volets de ses gonds. Ils entraient rampeux, s'accrochent aux canalisations. Je me suis risté dans le gainage et rampeux essayant de me rappeler du plan du bâtiment. Il doit y avoir une sortie sur le toit. Le métal sous mes coudes s'est couvert de givre. Le froid me rattrapait. Pourquoi tu fuis? Les voix me poursuivaient dans la gaine. Nous voulons juste jouer comme avec les autres. Devant moi, une lueur faible est apparue. Je me suis précipité vers elle, suis tombé avec fracas d'une chambre vide. Il faisait encore plus froid. Nos respirations formaient des nuages. Sur les murs, les bleus dessinaient des motifs étranges, des silhouettes d'enfants rondes. Tu es piégeux. Les doigts glacés ont effleuré les tempes. Dans mes yeux, des larmes ont gelé. Ce que j'ai vu était leur visage déformé par une douleur éternelle et une curiosité d'enfant. Tout aussi éternel. On aurait dit qu'il m'aspirait laissant des traces sur ma peau. Il m'entraînait dans les couloirs. Je ne pouvais même pas crier. À moitié conscient, j'entendais des fragments de leur chuchotement. L'escalier menant de la cave semblait sauf marche après marche au rythme de leur chant monotone. Des petites mains me tenaient fermement. Des dizaines de pommes glacées. Dans la salle du sous-sol se sentait l'humidité de quelque chose de médical. Ils m'ont allongé sur un lit de fer comme les autres prisonniers. J'ai senti des cordons rouler les bras et les jambes. Au-dessus de moi, une créature qui avait autrefois été un enfant. Ses orbites noires étaient remplies d'une brume blanchâtre. Ses doigts osseux ont effleuré mon front. Et un flot de souvenirs étrangers déferlèrent moi, décrits dans les salles de soins. Des décharges électriques, des pleurs d'enfants s'éteignaient peu quelque part au fond. Ils sont tous encore tête, ils chuchotaient, enfermés dans leur propre esprit. D'un dernier effort, j'ai essayé de bouger les mains. En vain. Ils tourbillonnaient déjà autour de mon lit, chante une vieille comptine. Leurs voix se fondaient en un bourdonnement monotone berçant les derniers éclats de conscience. Je me noyais dans le vide de leurs yeux, dans l'abîme de leur enfance éternelle. Et maintenant, je suis là parmi les autres. Des poupées vivantes. Nous observons leurs jeux sans fin. Parfois, ils nous soulèvent et nous font bouger parler comme ce jour-là avec le soleil. D'autres fois, ils restent simplement assis à côté de nous. Racontons des histoires sur la façon dont les médecins ont essayé de les guérir. Nous avons appris à communiquer entre nous par des mots, des gestes et une conscience commune. Les prisonniers liés par des fils invisibles. Dans de rares moments quand ils partent jouer dans des couloirs lointains. Nous essayons d'atteindre le monde extérieur. Trop le coup, pause, trop le coup. Chaque nuit, l'un d'entre nous surmonte ses chaînes. Envoie un signal dans des tuyaux, danger, part, cours. J'entends leur rire quand un nouveau naïf se dirige vers le son de nos coups. Aujourd'hui, un nouveau gardien est arrivé. Un jeune homme d'allure militaire. Je l'ai vu à travers leurs yeux quand ils m'ont forcé à me lever pour aller dans l'active. Il se tenait devant tes portefeuilles. Examinant le cadenas massif avec le même intérêt que j'avais vu Thierry Defries. Nous avons tous essayé de l'avertir. J'ai rassemblé les dernières miettes de bévolonte pour graver un avertissement sur le mur près d'eux. Le porte, mais ils avaient déjà commencé leur jeu. Un nouvel âme, chuchote-t-il. Il est si curieux. Je me demande s'il sait jouer. À travers leurs yeux, je peux voir tendre l'oreille vers le bruit dans le silence de la nuit. Je peux voir sa main se diriger vers le trousseau de clés. Et quelques pas au fond de mes prisons glacées se créent silencieusement. Désespérément, nouveau pas, mais ils n'entendent pas. Personne ne les entend jamais. Ils viennent tous au son des 3 coups. Restent ici lesquels observent le ronde sans fin des morts vivants. Quant à nous, nous ne pouvons que frapper et attendre. J'espérais qu'un jour quelqu'un comprendra. Ce n'est plus une invitation, c'est un avertissement. Deuxième histoire, Stéphane le chat janvier, je l'ai rencontré pour les premières fois en janvier. Je faisais du bénévolat dans un refuge pour animaux quand dont l'âme maigre et tremblant. Le nerf dit qu'on l'avait abandonné toléré. Probablement jeté comme un dernier acte de miséricorde de départ d'un maître cruel. Il était terrifié. Ce soir, je l'ai ramené chez moi. En février, libre était couvert de petites égratignures. J'avais appris une leçon de ce chien n'aime pas les câlins. C'était un chat très fier. Immobile, on aurait pu le prendre pour une statuette en porcelaine fine. Avec son pelage noir lisse et ses oreilles pointues. Malgré tout ce qui avait enduré, voyez qui abritait pour lui une dignité. Attendant le moment de s'exprimer, je l'ai appelé Stéphane. Il se nous semblait lui plaire. Il a commencé à manger par terre à côté de moi parfois.
me laissait caresser sa tête s'enfler. Toi, je rentrais du travail qu'il m'attendait devant la porte. Sa côte ne saillait plus sous son pelage et ses yeux verts brillaient comme s'il souriait. En avril, nous étions tous les deux heureux. Mon chautre fou à puff était devenu confus presque câlin. Je pouvais l'embrasser sur le haut de la tête avant de partir des premiers rendez-vous avec Igor. Igor était charmant, exactement du genre d'homme dont j'avais toujours rêvé. Nous passions nos soirées dans des restaurants chics et rire et écouter ses histoires. Un soir de mieux rentrant d'une autre soirée magnifique. J'ai trébuché et je suis tombé sur l'asphalte, me blessé au bras le genou. J'ai à peine réussi à rentrer chez moi, te sentant misérable. Le reporter miaule familier l'accueillit. J'ai essayé de me soigner et quand je me suis couché, Stéphane s'est immédiatement blotti contre moi. Il reniflait mes pansements et me fixait de ses grands yeux verts. Ce rire juste trébuché, je dis pris de maladresse. Stéphane semblait froncer les sourcils remuant la queue. Puis il s'est penché très doucement, appuyé ses têtes contre mes éraflures. Je ne sais plus comment c'est arrivé, et ses yeux se sont retournés. Il est resté ainsi quelques secondes, puis s'est simplement endormi. Le lendemain matin, penché enlevé les pansements, toutes les traces avaient disparu. Longtemps je n'ai pas pu y croire. Stéphane était assis près de la porte, la tête penchée sur le côté. J'ai pensé que j'avais rêvé. Mais un jour, tout s'est répété. Igor me déménage dans son appartement quand je ne suis coupé le doigt sur un clou. Laisse une entaille profonde. Igor a seulement soupiré et ramassé les boîtes que j'avais fait tomber. Plus tard, que Stéphane inspectait notre nouveau logement, il est venu chercher ses câlins du soir. À ce moment, Igor était déjà parti au bar. Stéphane semblait presque soulagé. Le pauvre chat avait encore peur de certaines personnes. J'avais un pompe que nous ayons emménagé chez Igor, mais il insistait. Et je n'avais pas su dire non. Stéphane s'est installé sur mes genoux et remarquant des coupures. Ses yeux se sont de nouveau retournés. J'ai enlevé le bandage ensanglanté. Il n'y avait plus aucune trace de blessure. Stéphane ronronnait doucement tandis que je le fixais émerveillé. À la fin de l'étude, Stéphane avait guéri plus d'une éraflure et d'âne bleu. J'étais bien sûr très maladroite. Igor riait toujours de moi. Mais si j'avais su alors, je me serais rendu compte qu'il aimait simplement de voir triste. Parfois, il est rentré ivre et me bousculait par accident. Un jour, il me pousse alors que je cuisine. Et Stéphane a fait de son mieux pour soigner mes brûlures. Je passais trop de temps dans les douleurs et le reste dans la solitude. J'avais arrêté de travailler au refuge quelques semaines plus tôt. Quand Igor et nous avions décidé que je devais travailler davantage pour payer le loyer, je m'ennuyais de l'honneur de mes amis. Maintenant que nous vivions loin de mes parents, il me manquait ces conversations simples et amicales. Qui ne tournait plus autour d'Igor. Dans ces beaux jours, il me restait Stéphane. Septembre est passé comme dans un brouillard. J'étais dans un état d'anxiété constante, essayant de tout faire correctement. Je rentrais lentement du travail et profitant de l'air frais de l'automne, mais pas trop lentement. Sinon Igor commencerait à me demander que j'étais avec qui. Je ne voyais plus personne. J'essayais de préparer le dîner exactement comme Igor l'aimait. Bien qu'il trouve toujours un détail qui l'irritait, il partait en emportant des voitures pour aller au bar. Et je restais seul dans le silence avec Stéphane. Je me sentais piégé. Stéphane essayait d'attirer mon attention pour en renouer, mais j'étais comme paralysé. Je ne bougeais que j'entendais la porte claquer. Je regardais Stéphane et lui aussi comprenait qu'une longue nuit nous attendait. Décembre, te réveille d'une nouvelle que tout s'est effondré. J'étais allongé par terre fixant le plafond quand j'ai entendu Stéphane ouvrir doucement la porte. Je m'inquiétais pour lui. Igor était rentré vivre, avait failli trébucher sur le chien qui dormait paisiblement sur le tapis. Je me suis levé pour protéger Stéphane, c'est le plus Igor. Maintenant que j'étais par terre, incapable de le relever. Je ne pouvais plus rien faire. Pardon Stéphane, et je chuchote sentant mes lèvres saigner à nouveau. J'ai pleuré et les larmes me brûlaient les yeux enflés. Pardon de t'avoir amené ici. Stéphane doucement frottait ses joues contre les miennes et je me suis senti misérable. Mes larmes tombaient sur le parquet froid. Stéphane méritait mieux. Et je n'arrivais même pas à le protéger. Le porte s'est refermé. Igor est revenu, ses pelours résonnent dans le couloir entouré d'une odeur de vocérance. Il titubait en entrant dans les pieds, ses yeux injectés de sang se sont immédiatement fixés sur moi. Il s'est approché fricane, me donnant un coup de pied dans les jambes cassées. Alors, a-t-il dit avec mépris, toujours à te plaindre et t'apitoyer sur ton sort. C'est de ta faute. Toujours ta faute. Stéphane a commencé à grogner, mais Igor n'y a pas prêté attention. Il me rattrapait le visage serrant, ses doigts sur mes joues enflés. Tu es complètement inutile. Stéphane sifflait. Quelque chose en lui avait changé. Son corps noir d'habitude si caleur était maintenant tendu, ses muscles roulent sous son pelage. Ses yeux verts brillaient plus fort. Comme s'il commençait à luire sous la lumière vacillante de la lampe. Igor fait un de mâchoire. Alors ton petit chef veut te défendre. Igor tricane avec mépris. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'air de la pièce est devenu épais, lourd. Comme si la pression changeait après un orage. Le grognon de Stéphane s'est profonde, devenu un rugissement sinistre qui me fait frissonner. Ses yeux ne brillaient plus, ils flambaient de l'intérieur. Igor recule, son visage déformé par les douleurs et l'incompréhension. Qu'est-ce qu'a-t-il commencé et ses mots se sont brisés en un cri. J'ai seulement regardé les yeux écarquillés. Tandis que son corps commençait à se tordre de manière convulsive. Son bras droit s'est brillé brutalement, les os se sont brisés avec un craquement horrible. Il hurlait la nouvelle et ses postes commençaient à se fissurer. Comme si quelque chose essayait de sortir de l'intérieur. Pendant ce temps, j'ai senti mes propres blessures commencer à guérir. Les douleurs des brûlures et des os cassés et des bleus disparaissent comme si c'était pas comme d'habitude.
l'aspirait hors de moi. Mais cette fois, c'était évident, il transférait toute la douleur et les blessures directement d'Igor. Les genoux d'Igor se sont soudain ployés. Un autre craquement. Ce jambe était tordu à un angle impossible. Stepan est monté, je murmure, mais une voix était trop faible. Étais-je vraiment sûr de vouloir l'arrêter? Pourrais-je le faire? Le regard de Stepan ne quittait plus Igor. Ce que bougeait lentement de côté comme pour diriger l'énergie. Igor tournait qu'une fois de plus fort cette fois. Malgré tout ce qui m'avait fait pendant une seconde. Je souhaitais que le vaudit atténue au moins un peu, j'ai fermé les yeux. Incapable de regarder plus longtemps car j'entendais chaque craquement, chaque fracture. C'était cruel et précis. Stepan semblait savourer chaque instant. Finalement, Igor s'effondre le visage contre le sol. Son corps était presque méconnaissable. Il ne regarde que ses yeux pleins de terreur imploraient de l'aide. Maintenant, il ressemblait à un animal blessure traqué. Je ne sais pas ce qui méprise, mais j'ai regardé Stepan et je hochai la tête. Je me suis détourné que la mâchoire de mon chien commençait à s'ouvrir étrangement, s'élargissant bien plus que ce qui était possible pour une créature normale. Mais il était déjà trop tard. Quand je me suis retourné, Stepan était redevenu le même chien noir que je connaissais. Il léchait calmement ses pattes, essuyant une goutte de sang sur sa tête comme si de rien n'était. Il ne restait aucune trace du monstre que j'avais vu quelques secondes plus tôt, ni d'Igor. Stepan ronronnait doucement, satisfait de lui. Janvier l'année suivante, tout est différent maintenant. Je vis avec mes parents qui m'embrassent chaque matin avant de partir au travail. Parfois que mon père me prépare le petit déjeuner, même si je dis que je vais te faim. Tu es trop maigre, dit-il. Le soir, nous nous rassemblons tous devant la télévision et Stepan dort sur le tapis devant nous. Je veux convaincre que c'est derrière moi. Mais parfois, je regarde le challenge et je me demande de quoi est-il encore capable. Je ne sais pas si je pourrais un jour redevenir moi-même. Je ne me souviens même plus qui était cette ancienne version de moi. Le cauchemar me décrit, puis le craquement des œufs fait tout recommence. Mes mères m'aident à parler de ce qui s'est passé. Du moins d'une partie. L'importe c'est derrière moi. Pour l'instant, je tente de ne savoir plus sur mon chat. Je ne suis toujours peu sûr de la race de Stepan. Je sais juste qu'il est très bon chat.